Je m'appelle Henri, j'ai 34 ans. Et le Noël dernier, mon propre frère m'a tendu un test ADN devant 50 personnes, juste pour prouver que je n'avais pas ma place ici. Avant de vous raconter le moment où il s'est retrouvé à genoux, me suppliant de l'aider, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. La neige tombait abondamment cette nuit-là. C'était un de ces hivers rudes et mordants où le vent transperce votre manteau et s'installe dans vos os. Mais alors que j'engageais ma vieille Ford F-150 cabossée dans la longue allée sinueuse du domaine des Sterling, le froid extérieur n'était rien comparé aux frissons qui m'attendaient à l'intérieur. J'ai garé mon pick-up tout au fond, près des haies. Il avait l'air ridicule là-bas. Une tache bleue rouillée au milieu d'un océan de luxe. Il y avait la toute nouvelle Rolls-Royce Cullinan de ma mère, scintillant sous les projecteurs comme un diamant massif. Et juste à côté, réclamant toute l'attention, se trouvait une Lamborghini Urus rouge vif. La voiture de Léo. Évidemment qu'elle était rouge. Elle ressemblait à un traîneau sous stéroïdes, garé de manière agressive avec un angle qui occupait 2 places. Ma femme, Sarah, m'a serré la main. Elle portait une simple robe verte qu'elle avait achetée en solde, et elle était plus belle que quiconque dans cette maison. « Tu es prêt pour ça ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. Autant que je pourrais jamais l'être, ai-je marmonné. Entrons, disons joyeux Noël, mangeons de la nourriture dont nous ne savons probablement pas prononcer le nom, et filons. Nous avons gravi les marches en pierre. J'entendais la musique avant même que la porte ne s'ouvre. Une version jazz de Jingle Bell qui sonnait trop cher pour être festive. Le majordome, un homme que je connaissais depuis l'enfance, mais qui me regardait toujours comme si j'étais un livreur, a ouvert la lourde porte en chêne. « Monsieur Henri » a-t-il salué d'un signe de tête, évitant presque mon regard. « Joyeux Noël, Jenkins » ai-je dit. Il n'a pas répondu. Le hall principal était étouffant. Il sentait les aiguilles de pin, le scotch de luxe et le vieil argent. Un épicéa de près de 4 mètres dominait le foyer, drapé de rubans dorés et d'ornements en cristal qui coûtaient probablement plus cher que mon pick-up. En dessous se trouvait une montagne de cadeaux, et il y avait Léo. My jeune frère se tenait près de la cheminée, un verre en cristal contenant un liquide ambré à la main. Il portait une veste de smoking en velours. Qui porte du velours pour un dîner de famille? Léo Sterling, voilà qui. Il tenait salon, entouré des amis de ma mère et de quelques partenaires commerciaux de l'entreprise. Il ressemblait au prince du château. J'ai essayé de me glisser vers le buffet, mais le radar de Léo était trop performant. Henri. Sa voix a résonné dans toute la pièce. La musique de jazz a semblé baisser d'un ton juste pour que tout le monde puisse l'entendre. Le charpentier prodigue est de retour. Je suis architecte paysagiste, mais Léo adorait m'appeler charpentier, jardinier ou fossoyeur, selon la quantité de scotch qu'il avait bu. Il savait que cela m'agaçait, non pas parce que j'avais honte de mon travail, je construisais des choses durables, contrairement à lui, mais parce qu'il s'en servait pour rappeler à tout le monde que je travaillais avec mes mains pendant qu'il travaillait avec son esprit. J'ai forcé un sourire, de ceux qui font mal aux joues. Joyeux Noël, Léo. Jolie veste. Très festive. Il s'est approché, ses chaussures en cuir italien claquant sur le marbre. Il a posé une main lourde et condescendante sur mon épaule. C'est du sur-mesure, Henri. Mais ne t'encombre pas avec les détails. Je suis juste content que tu aies pu venir. On pariait pour savoir si ton pick-up démarrerait par ce temps. Un frémissement de rire poli et cruel a parcouru le cercle de sycophantes qui l'entourait. Ma mère, Eleanor, se tenait près du piano. Elle tenait une coupe de champagne, l'air élégant et glacial. Elle n'est pas intervenue. Elle ne le faisait jamais. Elle a simplement bu une gorgée de sa boisson et a détourné le regard en ajustant son collier de perles. Le pick-up fonctionne très bien, Léo, ai-je dit d'une voix calme. Sarah et moi sommes juste venus présenter nos vœux. Présenter tes vœux? C'est une fête, pas des funérailles. Léo a ri, mais ses yeux étaient d'un sérieux mortel. En parlant de fête, tout le monde, approchez. J'ai une annonce spéciale à faire. Mon estomac s'est noué. Sarah m'a serré le bras. Partons, a-t-elle chuchoté. Nous n'avons pas besoin de subir ça. Attends, ai-je dit. Je ne pouvais pas fuir. Pas encore une fois. Léo est monté sur le rebord surélevé de la cheminée. Il a levé son verre. Comme vous le savez tous,
L'année a été difficile depuis le décès de papa. Mais sous ma direction, Sterling Enterprises a réalisé son meilleur trimestre historique. C'était un mensonge. Je savais pertinemment qu'il avait hypothéqué 3 propriétés juste pour maintenir une trésorerie positive. Mais personne ici ne se souciait des bilans comptables. Seul le spectacle comptait. Mais ce soir, a poursuivi Léo, ses yeux se verrouillant sur les miens, il est question de famille et d'honnêteté. Vous voyez, en grandissant, Henri ici présent s'est toujours senti différent. N'est-ce pas, Henri? Tu aimais la terre, nous aimions les salles de conseil. Tu aimais le silence, nous aimions les projecteurs. Papa a toujours été si dur avec toi, et tu n'as jamais compris pourquoi. La pièce s'est tue. L'air semblait se raréfier. Alors pour Noël. Léo a tendu le bras derrière l'immense sapin et a sorti une petite boîte rectangulaire emballée dans un papier de velours rouge foncé. Je t'ai acheté de quoi dissiper toute confusion. Un cadeau de clarification. Il s'est approché et m'a enfoncé la boîte contre la poitrine. J'ai dû la rattraper pour ne pas la laisser tomber. Ouvre-la, a ordonné Léo. Léo, arrête, a dit Sarah en faisant un pas en avant. Quoi que ce soit, arrête. C'est juste un cadeau, Sarah. Léo a souri, ses dents blanches et prédatrices bien en évidence. Vas-y, Henri. Ouvre-le. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage que je m'efforçais désespérément de contenir. J'ai déchiré le papier. À l'intérieur se trouvait une boîte en plastique, un kit de test ADN 23NME. Je l'ai fixé du regard. La pièce a semblé tourner. J'ai déjà envoyé le mien, a annoncé Léo à l'assemblée, d'une voix débordante d'une fausse sympathie. Et je pense, grand frère, qu'il est temps que tu fasses de même. Parce que soyons honnêtes, quand on te regarde, puis qu'on regarde les portraits de nos ancêtres sur ces murs, quelque chose ne colle pas. Il s'est penché tout près de moi, si près que je pouvais sentir l'odeur du scotch coûteux dans son haleine. Il a chuchoté, mais d'un ton assez fort pour que les premiers rangs l'entendent, peut-être que cela prouvera enfin pourquoi tu as toujours été l'anomalie de la lignée, Henri. Une erreur système. Un bug. L'anomalie de la lignée. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'ai regardé ma mère. Elle étudiait les bulles dans sa coupe de champagne comme si les secrets de l'univers y étaient piégés. Elle savait. Elle devait savoir ce qu'il préparait, et elle le laissait faire. Les invités s'agitaient, mal à l'aise, mais certains souriaient en coin. Ils adoraient le spectacle. Ils aimaient voir les puissants Sterling s'entre-déchirer, tant que le sang ne venait pas tacher leurs vêtements de créateurs. J'ai baissé les yeux vers la boîte. C'était le comble de l'humiliation. Il ne me traitait pas seulement de déception. Il remettait en question mon existence même au sein de cette famille. Il effaçait mon histoire. J'ai senti la main de Sarah sur mon dos. Une encre chaleureuse dans un océan glacial. J'ai lentement levé les yeux. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas frappé, même si Dieu sait à quel point je voulais lui briser cette mâchoire parfaite. Au lieu de cela, j'ai mobilisé la moindre once de dignité qu'il me restait. Merci, Léo, ai-je dit. Ma voix était calme, ce qui, je pense, l'a plus déstabilisé que si j'avais hurlé. Tu as raison. La vérité est importante, même si elle détruit ceux qui croient la contrôler. J'ai glissé la boîte sous mon bras. Joyeux Noël, maman, ai-je lancé. Éléanor a tressailli mais n'a pas levé les yeux. Je me suis retourné, j'ai pris la main de Sarah et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu le rire de Léo, un aboiement sonore d'assurance destiné à asseoir sa domination. N'oublie pas de l'envoyer par la poste, Henri. Les frais de port sont pour moi. Nous sommes sortis sous la neige. L'air froid m'a fouetté le visage, séchant la sueur sur mon front. Nous sommes montés dans mon pick-up. Le moteur a démarré dans un vrombissement accompagné de cliquetis et d'un soubresaut, bruyant et brut à côté des voitures de luxe silencieuses et endormies. Alors que nous descendions l'allée, laissant les lumières du manoir derrière nous dans le rétroviseur, Sarah m'a regardé. « Tu ne vas pas vraiment faire ce test, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. La route devant nous était sombre, recouverte d'une neige fraîche et immaculée. « Oh, je vais le faire, Sarah », ai-je dit, d'une voix qui était à peine un murmure. Il veut jouer à un jeu biologique. Il veut parler de bugs.
Très bien, je vais faire ce test. Mais s'il pense que le résultat va me briser, il n'a aucune idée de ce qu'il vient de déclencher. Je ne le savais pas encore, mais ce tube en plastique dans sa boîte en velours était la clé qui allait ouvrir un placard rempli de squelettes capables d'enterrer Léo Sterling vivant. Les semaines qui ont suivi Noël se sont déroulées dans un brouillard de ciel gris et de routes boueuses. Janvier dans notre ville est impitoyable. Les illuminations de fête s'éteignent, la joie s'évapore et il ne reste plus que la dure réalité d'un long hiver. Le kit ADN est resté sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours. Il avait l'air inoffensif, juste un morceau de plastique et de carton, mais il semblait radioactif. Sarah n'y a pas touché. Elle déplaçait sa tasse de café autour, essuyait le comptoir à côté, mais n'a jamais déplacé la boîte elle-même. Finalement, un mardi soir, après une longue journée d'inspection sur un chantier où le sol était trop gelé pour être creusé, je l'ai pris. J'ai suivi les instructions. Cracher dans le tube, le sceller, le secouer. Une confession biologique expédiée par les services postaux américains. L'attente fut la partie la plus difficile. Il faut environ 6 semaines pour obtenir les résultats, et chaque jour me donnait l'impression de retenir mon souffle. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. Je concevais un jardin commémoratif pour un hôpital local, un lieu de guérison. C'était ironique, je construisais un sanctuaire pour des inconnus alors que mon propre foyer, ma propre histoire, ressemblait à un chantier de démolition. Léo m'envoyait des SMS, bien sûr. Tu as les résultats? Le bug. Maman demande si tu viens pour Pâques. Je lui ai dit de ne pas s'embêter à dresser un couvert pour toi. Je ne répondais pas. Je travaillais, tout simplement. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules et que mon dos me fasse souffrir, essayant d'évacuer la colère par la sueur. Puis le courriel est arrivé. C'était un jeudi soir ordinaire de février. Sarah lisait un livre sur le canapé. J'étais dans la cuisine en train de faire défiler des messages sur mon téléphone quand la notification est apparue. Vos rapports sont prêts. Mon cœur a martelé ma poitrine. Je me suis assis au bar de la cuisine. Sarah, ai-je dit. Elle a compris immédiatement. Elle a fermé son livre et s'est approchée pour se tenir derrière moi, passant ses bras autour de mon cou. Tu veux que je regarde d'abord? Non, ai-je dit. J'ai besoin de voir. J'ai cliqué sur le lien. Je me suis connecté. La roue a tourné pendant une seconde, puis le diagramme circulaire coloré est apparu. Composition ancestrale, correspondance génétique. J'ai fait défiler la page jusqu'à la section de la famille proche. Je m'attendais à voir Eleanor Sterling, à voir des cousins. Mais quand j'ai cherché la correspondance paternelle, le moindre lien avec la lignée Sterling qui remontait à 4 générations dans cette ville, il n'y avait rien. J'ai vérifié l'outil de comparaison. Léo avait rendu ses données publiques, principalement pour se vanter sur Facebook de ses pourcentages de pure noblesse européenne. J'ai lancé la comparaison. Henry Sterling contre Léo Sterling. ADN partagé, 0%. J'ai fixé l'écran. 0. Pas demi-frère. Pas même cousins éloignés. Nous étions des inconnus. J'ai regardé du côté maternel. Eleanor était là. Elle était bien ma mère. Mais Arthur Sterling, l'homme qui m'avait élevé, l'homme qui m'avait appris à nouer une cravate, même s'il le faisait en fronçant les sourcils, l'homme dont j'avais recherché l'approbation toute ma vie. Il n'était pas mon père. Un sentiment étrange m'a envahi. Je m'attendais à être dévasté, à m'effondrer, mais au lieu de cela, je me sentais plus léger. Je ne suis pas un bug, ai-je chuchoté. Quoi? A demandé Sarah en posant son menton sur mon épaule. Léo m'a traité d'anomalie dans la lignée. Une erreur de copie. Mais je ne suis pas une erreur, Sarah. Je suis juste un tout autre fichier. Je me suis levé et j'ai arpenté la cuisine. Le choc se dissipait, remplacé par un besoin brûlant de réponse. Si Arthur n'était pas mon père, qui l'était? Et est-ce qu'Arthur le savait? Avait-il passé 34 ans à élever le fils d'un autre homme en me détestant pour cela? Je dois aller au grenier, ai-je dit. Au grenier? Sarah avait l'air confuse. Ici? Non. L'ancienne maison de grand-mère. Maman ne l'a pas encore vendue. Elle s'en sert juste de garde-meuble. Nous y sommes allés en voiture à minuit. La maison était froide,
Elle sentait la poussière et la naphtaline. J'avais les clés parce que j'étais le seul à vérifier l'état des canalisations en hiver. Nous sommes montés au grenier avec des lampes de poche. Je savais que ma mère y gardait ses vieilles affaires d'université. Eleanor Sterling collectionnait les souvenirs, même les plus dangereux. J'ai fouillé dans des cartons de vieux vêtements, d'annuaires de promotion et de déclarations d'impôts des années 80. Et puis je l'ai trouvé, un journal intime relié en cuir, caché dans une boîte à chaussures remplie de vieilles cartes de vœux. Je l'ai ouvert à l'année de ma conception. L'écriture était l'élégante cursive aux boucles amples de ma mère. 14 novembre. Arthur est encore parti. Un autre voyage d'affaires. Il se soucie plus de cette entreprise que de moi. Je me sens si invisible. J'ai feuilleté plus loin. 20 décembre. Je l'ai revu. Julian. Il m'écoute. Il me regarde comme si j'étais la seule personne au monde. Je sais qu'il est le concurrent d'Arthur. Je sais que c'est mal, mais Arthur est si froid. Julian. Ce nom m'a frappé comme un coup physique. Julian Thorne. Je connaissais ce nom. Tout le monde dans le milieu le connaissait. Julian Thorne était un architecte et promoteur visionnaire. C'était l'ennemi juré d'Arthur Sterling. Ils s'étaient affrontés pendant des décennies pour des droits de zonage, des contrats municipaux et des questions de prestige. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché Julian Thorne. Il était décédé il y a 10 ans. J'ai affiché une image. L'homme qui me regardait avait mes yeux. Il avait ma mâchoire. Il avait cette même façon de tenir sa tête légèrement inclinée vers la gauche. Je me suis assis sur les planches poussiéreuses du sol, le faisceau de ma lampe tremblant dans ma main. Mon père est Julian Thorne, ai-je dit, ma voix résonnant dans le grenier vide. Ma mère avait eu une liaison avec le plus grand rival de mon père pour se venger de ses absences professionnelles. Sarah s'est assise à côté de moi. Henri, cela signifie. Cela signifie que Léo avait raison, ai-je dit amèrement. Je suis un imposteur. Je me suis promené sous le nom de Sterling, héritant de l'éthique de travail des Sterling, essayant de plaire à un homme qui me regardait probablement chaque jour en voyant le visage de son ennemi. J'ai refermé le journal. La honte que Léo voulait me faire ressentir m'a finalement frappé. Non pas à cause de l'ADN, mais parce que j'avais l'impression d'être un intrus dans ma propre vie. Arthur Sterling devait me détester. Cela expliquait sa dureté. Cela expliquait pourquoi il me faisait travailler tout l'été sur les chantiers de construction pendant que Léo allait au camp de tennis. Cela expliquait pourquoi il me poussait si fort. Il me punissait d'être le fils de Julian. J'abandonne, ai-je dit à Sarah alors que nous rentrions en voiture dans le silence de 3 heures du matin. Je ne vais pas me battre pour l'héritage. Je ne vais pas me battre pour l'entreprise. Léo peut tout garder. C'est lui, le vrai Sterling. Je ne suis rien. Tu n'es pas rien, a dit Sarah farouchement. Tu es Henri. Tu es l'homme qui a construit notre maison de ses propres mains. Tu es l'homme qui passe ses nuits à concevoir des jardins pour les malades. Je démissionne du conseil d'administration, ai-je dit, fixant les lampadaires qui défilaient par la fenêtre. Je signerai tous les papiers qu'ils veulent. Je changerai de nom s'il le faut. Je veux juste en sortir. J'ai passé les 2 semaines suivantes à préparer ma disparition. J'ai rédigé une lettre de démission. J'ai cherché des terrains dans l'Oregon, loin du feuilleton des Sterling. J'étais prêt à couper les ponts pour de bon, mais l'univers ou peut-être simplement la loi a une façon bien particulière de vous rattraper lorsque vous essayez de partir. C'était un mardi matin de mars. J'emballais mes affaires dans mon bureau de l'entreprise, une petite pièce tranquille au sous-sol, loin du pantouse de Léo. J'avais un carton de livres entre les mains quand mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Léo. Ce n'était pas ma mère. Allô, Henri à l'appareil, ai-je répondu. Henri, c'est Vance. Monsieur Vance, l'avocat personnel de mon père d'Arthur depuis 40 ans. Un homme fait de granit et de costume hors de prix. Il me terrifiait quand j'étais enfant et, honnêtement, il m'impressionnait encore un peu aujourd'hui. Monsieur Vance, ai-je dit, si c'est pour ma démission, je vous l'envoie aujourd'hui même. Ne vous inquiétez pas. Je ne t'appelle pas pour ta démission. La voix de Vance était semblable à du gravier s'écrasant sous des pneus. Je t'appelle pour la lecture. La lecture? Le testament de papa a été lu il y a 6 mois.
Léo a eu le titre de co-directeur, maman a eu la maison et j'ai marqué une pause. Les objets sentimentaux, qui s'étaient avérés être une boîte de vieux plans. C'était la distribution préliminaire, a dit Vance. Je ne comprends pas, ai-je dit en posant mon carton. Est-ce que Léo le sait? Léo et ta mère ont été convoqués. La présence est obligatoire. Henri, ne m'oblige pas à envoyer une voiture te chercher. Monsieur Vance, écoutez, je connais la vérité, ai-je lâché. J'ai fait un test. Je sais que je ne suis pas le fils d'Arthur. Je n'ai rien à faire là-bas. Donnez simplement ce qu'il reste à Léo et laissez-moi partir. Un lourd silence s'est installé à l'autre bout du fil. Tu crois qu'Arthur ne le savait pas, a demandé Vance. Son ton n'était pas moqueur, il semblait presque amusé. Il le savait. Demain, 9 heures précises. Henri, mets un costume et viens avec ta femme. Tu vas avoir besoin d'un témoin. Il a raccroché. Je suis resté là, dans mon bureau du sous-sol, le téléphone encore collé à l'oreille. Je pensais avoir deviné la fin de l'histoire. J'étais le fils bâtard, le paria, le bug. J'étais censé disparaître sans un bruit, mais la voix de Vance résonnait dans ma tête, tu crois qu'Arthur ne le savait pas? S'il le savait, pourquoi ne m'avait-il pas chassé 30 ans plus tôt? Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Léo, Vance dit qu'on a rendez-vous. Apporte tes cahiers de coloriage. Je viens avec la nouvelle Ferrari. Essaie de ne pas l'emboutir avec ton vieux taco. J'ai regardé le message. J'ai regardé le carton de matériel d'emballage. Pas aujourd'hui, Léo, ai-je chuchoté à la pièce vide. Pas aujourd'hui. Le matin du rendez-vous, le ciel avait une couleur violette de meurtrissure, menaçant de pluie. Cela semblait approprié. Je me suis réveillé à 6 heures, mais je n'avais pas vraiment dormi. J'avais passé la nuit à fixer le plafond, me rejouant toute mon enfance en boucle. Chaque fois qu'Arthur m'avait grondé parce que je tenais mal une pelle, chaque fois qu'il m'avait fait réécrire un rapport pour une simple faute de frappe. Était-ce de la haine, ou était-ce autre chose? Sarah était déjà levée, en train de repasser mon costume bleu marine. C'était celui que je portais pour les mariages et les enterrements. Aujourd'hui ressemblait à un mélange des deux. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle dit en lissant le col. On peut juste rouler, choisir une direction et partir. Vance a dit que c'était obligatoire, ai-je dit en boutonnant ma chemise. Mes doigts semblaient engourdis. Et puis, si je fuis maintenant, Léo gagne. Il racontera à tout le monde que j'étais trop lâche pour affronter la vérité. Il va être féroce, Henri. Je sais, mais il n'a plus d'emprise sur moi. Il ne peut pas me blesser avec la vérité si je l'accepte déjà. J'ai regardé mon téléphone. 3 appels manqués de ma mère. Elle n'appelait jamais avant midi. C'était de la panique pure. J'ai finalement décroché au 4e appel, pendant que je lassais mes chaussures. Henri. Sa voix était haletante, aiguë. Henri, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de venir au bureau de Vance. Bonjour à toi aussi, maman. Je suis sérieuse, a-t-elle poursuivi précipitamment. J'ai parlé à Léo. On peut régler ça en privé. On va te faire un chèque. Un chèque généreux. Tu pourras créer ta propre entreprise quelque part. En Floride, au chaud. Tu as toujours détesté le froid. Pourquoi ne veux-tu pas que je sois là, ai-je demandé en me levant. Vance m'a convoqué. Pas toi. Vance est. Il est de la vieille école. Il aime le mélodrame. Écoute, Henri, pense à ta dignité. Veux-tu vraiment rester assis là pendant qu'on discute de tes origines? Ce sera humiliant. Mes origines? J'ai ri d'un ton sec et sans joie. Tu veux dire le fait que tu es couché avec Julian Thorne? Silence à l'autre bout du fil, puis une brusque inspiration. Comment as-tu? Tu croyais vraiment que je ne le découvrirais pas? Léo m'a donné la carte, maman. Il m'a tendu la pelle et j'ai creusé. C'était une erreur, a-t-elle chuchoté. Un moment de faiblesse. Arthur n'était jamais là. N'essaie pas, les jeux coupés. Ne te justifie pas auprès de moi. Dis-moi juste une chose, est-ce que papa le savait? S'il te plaît, Henri, reste à la maison. On se voit à 9 heures. J'ai raccroché.
Elle avait peur. Eleanor Sterling n'avait jamais peur. D'habitude, elle était blasée ou déçue, mais jamais terrifiée. Cela m'effrayait plus que l'arrogance de Léo. De quoi avait-elle peur? Nous sommes partis en direction de la ville. La circulation était dense, formant un fleuve de feux arrière rouges. Je tapotais du doigt sur le volant de mon pick-up. Je l'avais lavé la veille. Cela n'en faisait pas une Lamborghini, mais au moins la boue avait disparu. Le bureau de Vance se situait dans le quartier financier, au dernier étage d'une tour de verre effilé qui transperçait les nuages. Nous avons pris l'ascenseur. Mes oreilles se sont bouchées. La réception était silencieuse et intimidante. Des fauteuils en cuir, des œuvres d'art abstrait qui coûtaient plus cher que mes frais de scolarité, et une vue sur la ville qui réduisait les passants à des tailles de fourmis. Léo était déjà là. Il était affalé dans un fauteuil, faisant défiler des pages sur son téléphone. Il était impeccable dans un costume gris anthracite ajusté comme une seconde peau. Il n'était pas seul. Il avait amené son propre avocat, un certain Pritchard, que je connaissais de réputation. Pritchard était un requin, spécialiste des OPA hostiles et du démantèlement de syndicats. Quand Léo m'a vu, il n'a pas souri. Il a simplement regardé sa montre. Une Patek Philippe en or qui avait appartenu à Arthur. Cela m'a fait un pincement au cœur. « Tu es venu » a dit Léo sans lever les yeux de son écran. Stratégie audacieuse. « Où est maman » ai-je demandé. Aux toilettes, en train de refaire son maquillage. Elle a pleuré. Merci pour ça, au passage. Léo s'est levé, me dominant de toute sa hauteur, bien que nous ayons la même taille. Tout était dans la posture. Mettons une chose au clair avant d'entrer là-dedans, Henri. Quoi que Vance ait trouvé, un fonds fiduciaire oublié ou de l'argent de pitié, je vais le contester. Tu n'auras pas un centime du capital des Sterling pour financer tes petits projets de jardinage. Je ne veux pas de l'argent, Léo, ai-je répondu. Pritchard, l'avocat requin, est intervenu, tout le monde veut de l'argent, surtout ceux qui prétendent le contraire. Les lourdes doubles portes de la salle de conférence se sont ouvertes. La secrétaire de Vance, une femme qui semblait ne pas avoir souri depuis 1990, est apparue. Monsieur Vance est prêt à vous recevoir. Nous sommes entrés. La salle de conférence était immense. Une longue table en acajou s'étirait au centre. En bout de table était assis Monsieur Vance. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient entièrement blancs, son visage creusé de rides profondes, mais son regard restait vif, intelligent et pour l'instant indéchiffrable. Ma mère est entrée derrière nous, dégageant une odeur de lavande et d'anxiété. Elle s'est assise à côté de Léo, évitant mes yeux. « Asseyez-vous » a dit Vance. Ce n'était pas une suggestion. Je me suis installé du côté gauche, Sarah sur la chaise voisine. Léo et ma mère se sont assis à droite. Les lignes de front étaient tracées. Nous sommes réunis ici pour exécuter la clause finale des dernières volontés d'Arthur Sterling, a commencé Vance en ouvrant un épais dossier en cuir. Nous avons déjà fait cela il y a 6 mois, a interrompu Léo, s'adossant et croisant les jambes. La succession est réglée. Je suis qui PDG, maman a les actifs, Henri a sa boîte de dessin. Pourquoi perdre des heures facturables? Vance a lentement levé la tête. Il a retiré ses lunettes de lecture. Arthur a exigé une période d'observation de 6 mois. Il voulait voir comment la nouvelle direction s'en sortirait. Léo a ricané. L'action a grimpé de 4%. L'action a grimpé parce que tu as licencié 200 employés et vendu la division logistique, a répondu calmement Vance. Mais nous ne sommes pas là pour discuter du cours des actions. Nous sommes là pour parler de la famille. Il n'y a pas de famille, a ricané Léo, pointant un doigt vers moi par-dessus la table. Il y a moi, l'héritier, et il y a lui, le cas social. Justement, Vance, puisque nous sommes tous là, j'ai une nouvelle preuve à verser au dossier. Léo a fait glisser un dossier sur la table en acajou. Il a tourné sur lui-même avant de s'arrêter pile devant Vance. Des résultats d'ADN, a annoncé Léo, me lançant un regard triomphant. Prouvant de manière concluante qu'Henri Sterling n'a aucun lien biologique justifiant de prétendre à cette succession. Selon la loi de l'État, tout héritage fondé sur la descendance directe est nul si la filiation est frauduleuse. Ma mère a posé la main sur le bras de Léo. Léo, arrête. Non, maman.
On en finit aujourd'hui. Léo s'est tourné vers moi. J'ai senti Sarah se tendre à côté de moi. J'ai posé ma main sur la sienne. J'étais étonnamment calme. Le pire avait été dit. L'arme avait été tirée. Vance n'a même pas ouvert le dossier que Léo lui avait glissé. Il l'a simplement écarté d'un doigt. Je suis au courant de la filiation d'Henri, a dit Vance. Arthur l'était aussi. Léo s'est figé. Quoi? Arthur savait, a répété Vance. Il le savait depuis qu'Henri avait 2 ans. Il savait pour la liaison. Il savait pour Julien Thorne. Un silence de mort a envahi la pièce. Le seul bruit restant était le ronronnement du système de ventilation. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot et a couvert sa bouche. S'il le savait, a balbutié Léo, le visage devenant rouge, alors pourquoi? Pourquoi l'a-t-il gardé? Pourquoi l'a-t-il laissé porter notre nom? Vance s'est levé. Il s'est approché d'un panneau mural et a appuyé sur un bouton. Un grand écran est descendu du plafond. Arthur ne faisait pas confiance au papier pour cela, a dit Vance. Il savait que tu essaierais de contester des écrits, Léo. Il savait que tu engagerais des hommes comme Monsieur Pritchard pour déformer les mots, alors il a enregistré une vidéo. Vance m'a regardé pour la première fois. Son expression s'est adoucie. Henri, prépare-toi psychologiquement. Lancez-la, ai-je dit. Vance a tamisé les lumières, le projecteur s'est allumé dans un léger murmure, et soudain il est apparu, mon père, Arthur Sterling. Il était assis dans cette pièce même, portant son gilet en laine préféré, l'air fragile mais déterminé. L'affichage temporel indiquait que l'enregistrement datait du 24 décembre, la veille de Noël de l'année précédant sa mort. Le jour même où Léo s'était moqué de moi au dîner pour la première fois. J'ai fixé l'écran, incapable de respirer. J'allais entendre la voix d'un mort, sans avoir la moindre idée de s'il allait me maudire ou me sauver. L'image à l'écran a vacillé une seconde avant de se stabiliser. Arthur Sterling fixait l'objectif de la caméra comme s'il me regardait à travers l'écran, droit dans l'âme. Son visage était émacié. Le cancer l'avait déjà bien affaibli à ce moment-là, mais ses yeux restaient clairs, d'un bleu froid et perçant. Ceci est le testament final d'Arthur James Sterling. Sa voix a rempli la pièce, enrouée mais autoritaire. Si vous regardez cela, c'est que je suis parti. Et que 6 mois se sont écoulés depuis mon décès. À l'écran, Arthur a bu une gorgée d'eau. Sa main tremblait légèrement. J'enregistre ceci le soir de Noël. Je rentre tout juste du dîner. Il a marqué une pause, une expression de dégoût traversant son visage. J'ai vu mon fils Léo humilier son frère. J'ai vu ma femme Eleanor rester assise en silence et le laisser faire. Dans la salle de conférence, ma mère a étouffé un cri. Léo a bougé sur sa chaise, son assurance se fendant. C'est manipulé, a-t-il marmonné. Un deepfake. Silence, a répliqué sèchement Vance. À l'écran, Arthur poursuivait. J'ai passé 40 ans à bâtir Sterling Enterprises. Ce n'est pas seulement une entreprise. C'est une réputation. Elle incarne l'intégrité, le travail acharné, la résilience. Il s'est penché en avant. Léo, a dit Arthur, on avait l'impression qu'il était présent avec nous dans la pièce. Tu as toujours cru que tu étais spécial en raison de ton sang. Tu penses que porter l'ADN des Sterling fait de toi un roi, mais je t'ai observé. Tu es paresseux. Tu es cruel et tu es imprudent. Tu traites les gens comme des mouchoirs jetables. Le visage de Léo prenait une teinte violacée que je ne lui avais jamais vue. Et Henri, a dit Arthur. Mon cœur s'est arrêté. Henri, a repris Arthur, sa voix s'adoucissant à peine. Je sais. J'ai toujours su. Tu es le fils de Julien Thorne. Tu as son œil artistique. Tu as sa passion. J'ai senti des larmes me monter aux yeux. Il savait. Pendant toutes ces années, j'ai été dur avec toi, Henri, continuait Arthur. Je t'ai fait travailler aux bétonnières. Je t'ai fait creuser des tranchées sous la pluie. Je t'ai obligé à mériter le moindre dollar que tu as gagné. J'ai fait cela parce que j'avais besoin de savoir si tu lui ressemblais, ou si tu pouvais me ressembler. Arthur a souri. C'était un sourire discret, rare. Tu es meilleur que nous deux. Tu as le talent de Julien, mais tu as ma discipline.
Tu es le seul dans cette famille à comprendre que le respect se mérite, il ne s'hérite pas. Arthur a pris un document posé sur le bureau dans la vidéo. Par conséquent, j'active la clause morale de ma succession. Objection, a crié instinctivement Pritchard, l'avocat de Léo, oubliant qu'il hurlait sur un enregistrement vidéo. Arthur a poursuivi, je révoque par la présente la distribution préliminaire des actifs. La part de contrôle de Sterling Enterprises, soit 51% des actions avec droit de vote, est immédiatement transférée à une fiducie. Léo a expiré un grand coup, soulagé. Une fiducie? D'accord. Une fiducie est gérée par la banque. On peut s'en accommoder. L'unique administrateur, a déclaré Arthur, disposant du pouvoir absolu d'embaucher, de licencier et de gérer les actifs, et Henry Sterling. La pièce a explosé. Non. Léo a frappé du poing sur la table. C'est impossible. C'est un bâtard. Ce n'est pas un Sterling. Assieds-toi, Léo, a hurlé Vance, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la pièce. Je n'avais jamais vu le vieil avocat perdre son calme. La vidéo n'est pas terminée. Léo s'est rassis, respirant lourdement. Ma mère pleurait en silence, la tête entre les mains. À l'écran, Arthur n'avait pas fini. Éléanore, a-t-il dit, je te laisse la maison et une rente mensuelle. Cependant, cette rente est soumise à condition. S'il s'avère que tu verses de l'argent en cachette à Léo pour éponger ses dettes de jeu, oui, je suis au courant pour ces dettes, la rente sera immédiatement supprimée. Ma mère a levé la tête, le visage pâle comme un spectre. Elle a regardé Léo. Tu m'avais dit que tu les avais remboursés. Et enfin, Léo, a d'ailleurs dit Arthur. Il a soupiré, l'air fatigué. Je ne peux pas te déshériter totalement. Tu es de mon sang. Et comme tu aimes si bien le rappeler à tout le monde, les liens du sang sont sacrés. Mais le sang peut aussi être toxique. J'ai racheté ta dette, Léo, a annoncé Arthur. Les yeux de Léo se sont agrandis. Quoi? Les 4 millions de dollars que tu dois au syndicat à Vegas. Les 2 millions que tu as empruntés sur les comptes écrans de l'entreprise. J'ai tout remboursé avant de mourir. Je ne voulais pas que le nom des Sterling soit traîné dans la boue. Léo avait l'air sur le point de vomir. Il a regardé Vance. Donc, pour que je comprenne bien. La dette est effacée? À l'écran, Arthur a secoué la tête. Non, tu ne dois plus rien au casino. Tu dois cet argent à la fiducie. Tu le dois à Henry. Je suis resté assis là, stupéfait. Les chiffres étaient vertigineux. 6 millions de dollars. Léo avait un gouffre de 6 millions de dollars à combler. Tu rembourseras cette dette à la fiducie, a ordonné Arthur. Tu travailleras pour l'entreprise, mais pas en tant que PDG. Tu commenceras là où Henry a commencé, tout en bas. Si tu refuses, Henry dispose du droit légal de saisir tes biens personnels pour récupérer la créance, tes voitures, ton appartement, absolument tout. Arthur a regardé la caméra une dernière fois. Henry, mon fils. Le sang n'est peut-être pas le mien, mais l'homme que tu es devenu. Voilà mon héritage. Ne me déçois pas, l'écran est devenu noir. Les lumières se sont rallumées. Le silence dans la pièce était plus lourd que du béton. Vance a refermé le dossier. Il a pris une feuille de papier unique et l'a fait glisser sur la table vers moi. Voici l'acte d'acceptation de la fonction d'administrateur, a dit Vance. Signe ici et l'entreprise est à toi. C'est à toi de recouvrer cette dette. J'ai pris le stylo, il me semblait lourd. Léo s'est levé, il tremblait. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous attaquer en justice. Pritchard, dites-leur qu'on va faire un procès. Pritchard était déjà en train de ranger à la hâte sa mallette. Monsieur Sterling, il s'agit d'un testament vidéo authentifié par un officier de justice, comportant une clause morale explicite et la preuve du rachat de la dette. Il n'y a pas de recours possible. Et honnêtement, si vous devez 6 millions de dollars à la succession, je me demande comment vous comptez payer mes honoraires. Pritchard a regardé Léo avec dédain, puis s'est tourné vers moi. Monsieur Henry Sterling, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et il est sorti. Léo était seul. Je l'ai regardé. L'homme qui s'était moqué de moi. L'homme qui m'avait traité de bug. Il avait l'air si petit à présent. Henry,
a dit ma mère, la voix tremblante. C'est ton frère. Vraiment, ai-je demandé calmement. Si l'on en croit le test ADN qu'il m'a offert à Noël, nous sommes des inconnus. J'ai regardé le papier. J'ai signé mon nom, Henry Sterling. Je l'ai rendu à Vance. Bon, ai-je dit, me tournant vers Léo. Le rapport de force dans la pièce avait basculé de manière si violente que je pouvais presque sentir la pression de l'air changer. 5 minutes plus tôt, Léo était le roi. Désormais, il était le débiteur et j'étais la banque. Léo me fixait, la poitrine haletante. Il a regardé la porte par laquelle son avocat requin venait de s'enfuir. Il a regardé notre mère, qui se tordait les mains inutilement. Enfin, il a posé les yeux sur moi. Tu n'oseras pas, a dit Léo, tentant de retrouver son arrogance passée. Mais sa voix a déraillé. Tu n'as pas les couilles pour ça. Tu es un jardinier, Henry. Tu plantes des fleurs. Tu ne diriges pas des empires. Je construis des fondations, Léo, ai-je dit en m'adossant à mon fauteuil. Et je sais repérer une structure pourrie. Celle-ci, ai-je poursuivi en le pointant du doigt, est sur le point de s'effondrer. Je me suis tourné vers Vance. Monsieur Vance, en tant qu'administrateur, quelles sont mes options concernant le recouvrement de la dette? Vance n'a pas souri, mais ses yeux pétillaient. Le remboursement immédiat est la clause standard. Si le débiteur ne peut pas payer en espèces, le créancier, c'est-à-dire vous, a le droit de liquider les garanties. Les garanties, ai-je d'ailleurs répété, savourant le mot. Comme le Penthouse? Oui, a dit Vance. Les voitures? Absolument. Non, a hurlé Léo. Tu ne peux pas prendre la Ferrari. Je viens de la voir. Elle a été achetée avec les fonds de l'entreprise, Léo, ai-je dit. La vidéo de papa l'indique clairement. C'est un bien détourné. Je me suis levé. J'ai contourné lentement la longue table. Sarah m'observait, les yeux grands ouverts, mêlant choc et fierté. Je me suis arrêté juste derrière le fauteuil de Léo. Voici le marché, ai-je dit doucement. Léo a fait pivoter son fauteuil pour me faire face. Il avait l'air terrifié. Pour la première fois de sa vie, personne ne viendrait à son secours. Je ne t'enverrai pas en prison, ai-je dit. Même si je le pourrais. Le détournement de fonds est un crime. Je pourrais faire attendre la police dans le hall en 5 minutes. S'il te plaît, a gémi ma mère. Henry, ne fais pas ça. Je ne le ferai pas, ai-je dit en l'ignorant. Mais tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime. Tu vas vendre le Penthouse. Tu vas vendre les voitures. Et tu vas travailler. Je suis le PDG, a bafouillé Léo. Tu es licencié depuis ce matin, ai-je répondu. Mais je suis généreux. J'ai un poste à pourvoir. L'équipe de paysagistes a besoin d'un manœuvre. Peler du paillis, creuser des tranchées d'irrigation, payer au salaire minimum. Il te faudra environ 400 ans pour rembourser la dette. Mais c'est un début. Le visage de Léo s'est tordu de dégoût. Je ne vais pas creuser des fossés. Alors j'appelle la police, ai-je dit simplement. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que ce sera? Les travaux forcés ou une cellule de prison? Léo a regardé le téléphone. Il a regardé la fenêtre. Il avait l'air piégé. C'est bon, a-t-il chuchoté. Je le ferai. Il y a encore une chose, ai-je ajouté. Je suis retourné vers ma place sans m'asseoir. Je me tenais à côté de l'écran où le visage d'Arthur venait de s'effacer. Le Noël dernier, tu as fait de moi la risée de tous. Tu m'as traité de bug. Tu m'as donné l'impression que je devais me terrer dans un trou et y mourir. Tu as fait ça devant tout le monde. J'ai pointé le sol du doigt. Demande pardon. Je suis désolé, a marmonné Léo. Ce n'est pas suffisant, ai-je dit. Tu voulais réintroduire le féodalisme? Tu voulais parler de lignée et de noblesse? Très bien. Incline-toi. Quoi? Léo a cligné des yeux. Incline-toi, ai-je ordonné. À genoux. Demande-moi pardon, et demande pardon à la mémoire de l'homme que tu as volé. Je ne m'agenouillerai jamais devant toi, a craché Léo. D'accord. J'ai composé 3 chiffres, le 911. Bonjour,
Je voudrais signaler un vol qualifié au. Attends, a hurlé Léo. Il s'est extrait de sa chaise précipitamment. Il avait l'air affolé. Arrête. N'appelle pas, alors incline-toi. La pièce est devenue silencieuse. Même la climatisation semblait s'être arrêtée. Léo Sterling, l'enfant chéri, l'homme au costume sur mesure, a lentement plié les genoux. Il s'est abaissé sur la moquette épaisse du cabinet d'avocat. Il tremblait. Que ce soit de rage ou de honte, je m'en fichais. Il a posé ses mains sur ses genoux et a baissé la tête. Je suis désolé, a-t-il articulé avec peine. Je suis désolé d'avoir volé l'argent. Je suis désolé de m'être moqué de toi. J'ai baissé les yeux vers lui. Je pensais que je me sentirais triomphant, que je me sentirais comme un conquérant, mais honnêtement, je n'éprouvais que de la pitié. Il avait l'air pathétique. C'était un homme fait d'argent, et sans cela, il n'était rien. Relève-toi, ai-je dit calmement. Ton service commence demain à 6 heures du matin. Ne sois pas en retard. Jenkins a horreur des retards. Léo s'est relevé d'un bond, époussetant les genoux de son pantalon, le visage d'un rouge vif d'humiliation. Il refusait de me regarder. Il a attrapé son téléphone sur la table et s'est dirigé vers la porte. Pas si vite, ai-je dit. Léo s'est figé. Quoi encore? J'ai fait ce que tu voulais. Les clés, ai-je dit, en tendant la main. Henri, je dois rentrer chez moi en voiture, a-t-il pleurniché. Tu n'as plus de chez toi où aller. La banque saisit le pantouse de main, et la voiture est la propriété de l'entreprise. Ma propriété. J'ai agité mes doigts. Les clés. Tout de suite. Léo a fouillé dans sa poche. Il a sorti la lourde clé de la Ferrari. Il me l'a jetée dans la main. Tu es content, a-t-il ricané. Pas vraiment, ai-je dit. Uber est en bas. Et c'est l'option de covoiturage, c'est moins cher. Léo est sorti en trombe, claquant la lourde porte derrière lui. Le bruit a résonné comme un coup de feu. À présent, nous n'étions plus que Sarah, Vance, ma mère et moi. Eleanor Sterling restait assise immobile. Elle avait cessé de pleurer. Elle calculait. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle avait misé sur le mauvais cheval, et elle essayait maintenant de trouver comment changer de selle sans se faire piétiner. Henri, a-t-elle dit, d'une voix douce, s'efforçant de retrouver cette chaleur maternelle dont elle ne m'avait plus gratifié depuis des décennies. C'était difficile à regarder, mais tu t'es montré fort, tout comme Arthur. Elle s'est levée et s'est avancée vers moi, tendant la main pour me toucher le bras. Je sais que nous avons une eau différente, a-t-elle poursuivi. Mais maintenant que tu diriges, nous devons présenter un front uni. Le gala a lieu le mois prochain. Nous pouvons y aller ensemble. Je pourrais te présenter convenablement au conseil d'administration. J'ai reculé d'un pas. Sa main est restée suspendue dans le vide, sans rien toucher. Des différents, ai-je demandé. Maman, tu l'as regardé me tendre ce test ADN. Tu savais ce qu'il préparait. Tu l'as probablement aidé à l'emballer. Je te protégeais, a-t-elle plaidé. Je voulais que tu connaisses la vérité pour que tu puisses trouver ta propre voie, loin de cet environnement toxique. Tu voulais que je parte, l'ai-je corrigé. Tu voulais que je parte parce que chaque fois que tu me regardais, tu voyais ton erreur. Tu voyais Julian Thorne. Ce n'est pas vrai, a-t-elle menti. J'aimais Julian. Vraiment? J'ai ri. Ou aimais-tu simplement l'attention qu'il te portait? Peu importe désormais. Je me suis tourné vers Vance. La rente de ma mère. Quelles étaient les conditions déjà? Vance a consulté ses notes. S'il s'avère qu'elle verse de l'argent à Léo. Je ne lui ai rien donné depuis la lecture du testament, a-t-elle insisté. Nous verrons bien, ai-je dit. Vance, je veux un audit financier complet de ses comptes. Si je trouve la moindre transaction, un virement Venmo, un transfert bancaire ou un chèque adressé à Léo au cours des 6 derniers mois, supprimez sa rente. Les yeux d'Eleanor se sont agrandis d'une terreur véritable. Henri, tu ne peux pas. Cette maison. L'entretien à lui seul coûte 20 000 $ par mois. Alors tu devrais peut-être réduire ton train de vie, ai-je dit. J'ai entendu dire que les appartements en Floride sont agréables à cette période de l'année. Je suis ta mère, a-t-elle hurlé,
son masque tombant enfin. Je t'ai donné la vie. Tu m'as mis au monde, ai-je rectifié en prenant la main de Sarah. Arthur m'a donné une vie, et Sarah m'a donné un foyer. Toi. Tu m'as juste donné des complexes. Monsieur Vance? J'ai fait un signe de tête à l'avocat. Je vous recontacterai pour la transition. Je veux rencontrer les chefs de service lundi. Et Vance. Oui, monsieur Sterling. Vance a souri. Il a réellement souri. Merci. Nous sommes sortis du bureau. La réception était vide. Léo était parti. Nous avons pris l'ascenseur pour descendre au parking. Mon vieux pick-up Ford était garé dans un coin. Mais sur la place d'honneur, juste à côté de l'ascenseur, se trouvait la Ferrari SF90 Stradale. Elle était profilée, argentée, et semblait en mouvement même à l'arrêt. J'ai regardé la clé dans ma main. Tu la gardes, a demandé Sarah. J'ai regardé la voiture. Elle était magnifique. Un chef-d'œuvre d'ingénierie. C'était tout ce qui comptait pour Léo. Non, ai-je dit. Je vais la vendre. Les bénéfices iront au fonds de pension des employés que Léo a pillé. Bonne réponse, a dit Sarah en souriant avant de m'embrasser sur la joue. J'ai souri à mon tour en lançant la clé en l'air pour la rattraper. Je vais peut-être faire un tour de pâté de maison d'abord, juste pour m'assurer que le moteur tourne bien. Nous sommes montés dans la Ferrari. Le cuir sentait la victoire. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage et le moteur a rugi. Un grondement sourd et guttural qui a fait vibrer les murs de béton du parking. Je me suis engagé dans la rue. Le soleil avait percé les nuages. La tempête était terminée. Je n'étais pas un bug. Je n'étais pas une erreur. J'étais Henry Sterling. Et pour la première fois en 34 ans, j'étais exactement là où je devais être. Cela fait exactement 1 an aujourd'hui depuis ce jour dans le bureau de l'avocat. 1 an depuis que le pouvoir a changé de camp, que les clés de la Ferrari ont atterri dans ma main et que la vérité sur mes origines a brisé tout ce que je croyais savoir. Les gens me demandent si gagner donne l'impression de franchir une ligne d'arrivée, comme le générique de fin d'un film. Je leur réponds que gagner n'est pas la fin. C'est juste le début du grand nettoyage. Et croyez-moi, il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Prendre les rênes de Sterling Enterprises ne consistait pas seulement à m'asseoir dans le grand fauteuil et à signer des chèques. Il s'agissait d'exorciser les fantômes. La première semaine, je suis entraîné dans le bureau du PDG, l'ancien bureau de Léo. Il sentait le cigare froid et l'arrogance. Le bureau était en peau de requin. Je ne plaisante pas, de la véritable peau de requin. Je l'ai fait débarrasser et remplacer par une simple table en chêne que j'ai conçue moi-même. Au début, les employés étaient terrifiés. Ils pensaient que je serais vengeur. Ils s'imaginaient que le fils illégitime allait brûler le royaume. Au lieu de cela, je les ai augmentés. J'ai pris l'argent de la vente de la flotte de voitures de luxe de Léo au Lurus, la Ferrari, la Porsche et j'ai reversé chaque centime dans le fonds de pension que Léo avait pillé. Vous auriez dû voir la tête des gars de l'entrepôt quand j'ai annoncé que leur retraite était à nouveau entièrement financée. C'était bien plus gratifiant que n'importe quelle correspondance ADN. Mais vous vous demandez probablement ce qu'il est advenu de Léo. Je ne l'ai pas licencié. Le licencié aurait été une marque de clémence. Cela l'aurait libéré pour aller escroquer quelqu'un d'autre. Non, je l'ai gardé. Après 6 mois à mon poste, par un après-midi de juillet caniculaire, je me suis rendu sur l'un de nos chantiers de développement résidentiel. C'était poussiéreux, chaud et bruyant. J'ai garé mon pick-up, oui, je conduis toujours la Ford et je me suis dirigé vers les tranchées. Et il était là, Léo Sterling, l'enfant chéri, l'homme qui portait autrefois des vestes en velours sur mesure. Il portait un gilet de sécurité jaune fluo taché d'argile rouge. Tenant une pelle, il avait de la boue jusqu'à la taille dans un fossé, occupé à poser des tuyaux de PVC pour un système d'évacuation. Il paraissait 10 ans de plus. Il avait perdu du poids. Son allure soignée et choyée avait disparu, remplacée par des coups de soleil et de la fatigue. Je me tenais au bord de la tranchée, projetant mon ombre sur lui. Il a cessé de creuser et a levé les yeux. Il a essuyé la sueur de son front avec un gant sale. « Tu as oublié un endroit » ai-je dit, désignant un rebord irrégulier sur la paroi de la tranchée. Léo m'a lancé un regard noir. Pendant une seconde,
j'ai vu ressurgir l'ancienne étincelle de défi, mais elle s'est éteinte rapidement. Il était trop fatigué pour se battre. Le sol est dur, Henri, a-t-il dit d'une voix enrouée. L'argile est comme du béton aujourd'hui. Je sais, ai-je répondu. J'ai creusé ce même sol il y a 10 ans, quand Arthur m'a envoyé ici. Je me souviens que tu étais dans les hantons cet été-là. Léo a planté sa pelle dans la terre. Tu es venu pour jubiler? Parce que j'ai un quota à respecter. Le chef de chantier dit que si je n'ai pas fini cette section pour 17 heures, je serai pénalisé. Je ne suis pas là pour jubiler, ai-je dit. Je me suis accroupi pour me mettre à sa hauteur. Je suis là pour te donner le choix. Léo s'est appuyé sur sa pelle. Quel choix? Je dois 6 millions de dollars à la fiducie. À ce rythme, je serai libre en l'an 2300. Tu as travaillé dur, ai-je admis. Le chef de chantier m'a dit que tu avais arrêté de te plaindre il y a environ 3 mois. Tu es à l'heure, tu ne demandes plus de traitement de faveur. Léo a baissé les yeux vers ses bottes. La boue se moque de savoir qui était mon père. C'est ce que tu disais, non? Exactement. Je me suis relevé. Je te sors du fossé. Les yeux de Léo se sont éclairés d'un espoir. De retour au bureau. Non, ai-je ri. Assistant du chef de projet. Tu seras à la surface avec un bloc-notes à la main plutôt qu'une pelle. C'est une augmentation de 5 dollars de l'heure, mais tu devras suivre des cours du soir en gestion de chantier. Tu devais réellement apprendre comment fonctionne cette entreprise, Léo, et pas seulement comment dépenser les bénéfices. Léo m'a regardé, perplexe. Pourquoi? Tu me détestes. Je ne te déteste pas, ai-je dit sincèrement. Je détestais celui que tu étais. Mais ce gars-là, celui qui transpire dans un fossé en essayant de payer ses dettes, je peux travailler avec lui. Je me suis éloigné avant qu'il ne puisse répondre. Je ne lui ai pas dit que j'avais aussi commencé en secret à prendre en charge les intérêts de sa dette pour qu'il puisse enfin progresser. Il avait besoin d'apprendre la leçon, mais je n'avais pas besoin de le détruire. C'était cela, la différence entre nous. Puis les fêtes sont revenues. Noël, cette année-là, fut différent. Il ne l'est pas organisé au manoir. Ma mère y vivait toujours seule, arpentant les couloirs comme un fantôme dans un musée. J'ai tenu ma promesse, j'ai payé ses factures, mais je lui rendais rarement visite. L'air de cette maison était devenu trop lourd pour moi. À la place, Sarah et moi avons organisé une fête chez nous. C'est une jolie maison, confortable, avec un grand jardin. Nous avons invité toute l'entreprise, pas seulement les cadres, mais aussi les chefs de chantier, les réceptionnistes et les employés du service courrier. L'ambiance était incroyable. Pas de musique de jazz, juste une liste de lecture de rock classique. Pas de pyramide de champagne, juste des glacières remplies de bière et un camion de tacos garé dans l'allée. Vers la fin de la soirée, Monsieur Vance est arrivé. Il semblait en décalage dans mon salon, portant toujours son costume 3 pièces alors que tout le monde portait des pulls de Noël originaux. Henri, m'a-t-il fait signe de le rejoindre dans la cuisine. J'ai quelque chose pour toi. Pas de nouvelles surprises, Vance, ai-je plaisanté. Je ne supporterai pas un autre testament vidéo. Pas de vidéo, a-t-il dit. Il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti une épaisse enveloppe de couleur crème. Elle avait l'air ancienne, le papier était jauni sur les bords. Qu'est-ce que c'est? C'est de la part de Julien Thorne, a dit doucement Vance. Ce nom m'a encore procuré un choc. Mon père biologique, le rival, l'ennemi. Arthur a gardé ceci, a expliqué Vance. Julien te l'a écrit juste avant de mourir. Il l'avait envoyé à Arthur, en lui demandant de te le donner quand tu serais prêt. Arthur me l'a confié pour que je le garde en sécurité. Il a dit, donne-le au garçon quand il saura qui il est. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient de la même façon qu'1 an plus tôt avec le test ADN. Je suis sorti sur la terrasse arrière. La neige tombait de nouveau, douce et silencieuse. J'ai brisé le seau. L'écriture était hachée, rapide, à Henri. Si tu lis ceci, c'est qu'Arthur t'a enfin dit la vérité. Ou peut-être l'as-tu apprise de la manière forte. Connaissant Arthur, il t'a probablement fait trimer pour obtenir cette information. Je ne vais pas perdre ton temps en excuses. Je suis tombé amoureux de ta mère,
mais je savais que je ne pouvais pas l'avoir. Et quand tu es né, nous avons conclu un accord, le plus difficile de ma vie. Arthur a promis de t'élever comme un sterling. Il a promis de t'apporter la discipline qui me manquait. En échange, j'ai promis de rester à l'écart. J'ai promis de ne pas te perturber. Je t'ai observé de loin, Henri. Je t'ai vu remporter le prix d'architecture au lycée. Je t'ai vu obtenir ton diplôme. J'ai vu les jardins que tu as conçus. Tu as mes mains, mon fils. Tu as mon besoin de créer, mais Arthur t'a apporté la force nécessaire pour que ces créations durent. Ne le déteste pas pour ce mensonge. Il t'a protégé de la seule façon qu'il connaissait. Et ne pense pas une seconde que tu étais une erreur. Tu étais la seule chose sur laquelle Arthur et moi soyons jamais tombés d'accord. Nous voulions tous les deux que tu sois meilleur que nous. Construis quelque chose de beau. Julien. Je suis resté debout sous la neige, les larmes gelant sur mes joues. Toute ma vie, j'avais pensé que j'étais le résultat d'un moment de faiblesse, d'une rancune, d'un bug. Et pourtant, ce n'était pas le cas. J'étais un traité de paix. J'étais le pont entre deux grands hommes qui se détestaient mais qui respectaient le potentiel d'un enfant. Sarah est sortie sur la terrasse. Elle n'a rien dit. Elle a simplement drapé une couverture sur mes épaules et s'est blottie contre moi. Ça va, a-t-elle chuchoté. Oui. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans ma poche, tout près de mon cœur. Je crois que ça va enfin. Le bug était résolu. Non pas en le supprimant, mais en comprenant le code. Le cimetière est calme le matin. Je l'apprécie ainsi. Il est situé sur une colline dominant la ville. D'ici, je peux voir la ligne d'horizon où Sterling Enterprises a laissé sa marque. Je peux voir les parcs que j'ai conçus. Je peux voir le monde continuer de tourner. Je me suis tenu devant deux tombes. Elles ne sont pas côte à côte, ce serait trop demander à l'univers, mais elles se trouvent dans la même division. La pierre tombale d'Arthur Sterling est un bloc massif de granit gris, imposant et solide, tout comme lui. La pierre tombale de Julian Thorne est en marbre noir poli, artistique et moderne, tout comme lui. J'ai déposé une rose blanche sur la tombe de Julian, un hommage au sang, à la créativité, à l'étincelle biologique qui m'a donné vie. Puis je me suis dirigé vers la tombe d'Arthur. J'ai posé un rouleau de plans sur l'herbe. C'était la conception du nouveau centre communautaire dont nous allions lancer le chantier la semaine prochaine. Un projet abordable, durable et construit pour durer un siècle. J'espère qu'il vous plaît, ai-je dit à la pierre. Léo a aidé pour les spécifications de drainage. Il devient plutôt doué. Il a arrêté de porter des mocassins italiens sur les chantiers, c'est déjà un progrès. Le vent a soufflé dans les arbres, un bruissement léger semblable à une conversation. En me tenant là, entre mes deux pères, j'ai réalisé toute l'importance de ce parcours. Un an auparavant, j'étais prêt à fuir. J'étais prêt à laisser un morceau de papier me définir. J'étais prêt à laisser un petit tyran comme Léo me dicter qui j'étais. Mais la famille n'est pas une simple ligne sur un graphique. Ce n'est pas un pourcentage sur un site internet. La famille, ce sont les personnes qui sont présentes. C'est Arthur qui a choisi d'élever un garçon qui n'était pas le sien parce qu'il y voyait du potentiel. C'est Sarah qui m'a tenu la main quand j'étais invisible. C'est même Léo, à sa manière tordue, qui m'a poussé à bout jusqu'à ce que je réagisse et me défende enfin. Je suis retourné à mon pick-up. La Ford F-150 était garée sur le chemin de gravier. Elle commençait à se faire vieille, le compteur dépassant les 320 000 km. Je pourrais m'en offrir une neuve aujourd'hui, ou même toute une flotte, mais je la gardais. Elle me rappelait d'où je venais. Elle me rappelait qu'on ne remplace pas la fidélité simplement parce qu'on a une meilleure option. Je suis monté à bord et j'ai démarré. Le moteur a tourné de manière régulière et fiable. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Léo, « Salut patron, la coulée de béton pour les fondations est prévue pour midi. Tu viens inspecter ?» J'ai souri. En route. Ne le laisse pas prendre avant mon arrivée. J'ai passé la vitesse et j'ai descendu la colline, laissant les morts reposer en paix pour retourner vers les vivants là où le travail m'attendait. J'avais une entreprise à diriger, un frère à réhabiliter et un héritage à bâtir. Mon propre héritage. Je m'appelle Henri Sterling. Je suis le fils d'un visionnaire et d'un géant. Et je ne suis plus un bug.
Je suis la mise à jour. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Ce n'était pas une histoire facile à raconter, mais j'avais besoin de la partager. S'il y a une chose que je souhaite que vous reteniez de mon parcours, c'est celle-ci, votre valeur n'est pas inscrite dans votre ADN. Nous vivons dans un monde obsédé par les étiquettes, le statut social et l'identité des parents. Nous voyons des gens comme Léo, nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui s'imaginent avoir tout accompli par eux-mêmes, et nous nous sentons petits. Nous avons l'impression de ne pas être à notre place parce que nous n'avons pas le bon nom de famille ou le bon héritage. Mais en vérité, le seul héritage qui compte est votre caractère. L'intégrité est une monnaie qui ne se dévalue jamais. Le travail acharné est un investissement qui rapporte toujours des intérêts composés. Quand la tempête arrive et elle finit toujours par arriver, les voitures de luxe et les grands titres ne vous sauveront pas. Ce qui vous sauve, c'est la force que vous avez acquise quand personne ne vous regardait. Arthur Sterling m'a appris cela. Il m'a appris qu'être père n'est pas une question de biologie. C'est être présent. C'est enseigner les leçons difficiles. Et en fin de compte, le bug dont Léo se moquait était en réalité ma plus grande force, car j'ai dû me battre pour trouver ma place dans ce monde. J'en connaissais exactement la valeur.